Bonjour à tous, je suis un particulier, je suis un citoyen français lambda et aujourd'hui je vous propose un retour d'expérience, un avis de patient sur une ostéotomie disjonction de l'effort de type 1. Alors je m'excuse par avance parce que déjà ça risque d'être un peu long, mais si vous êtes concerné par ce sujet, si votre orthodontiste a commencé à vous parler de la pose d'un disjoncteur, de subir conjointement en travaillant avec un chirurgien maxillofacial, ce genre d'opération, ça vaut le coup de prendre le temps d'écouter des témoignages. Et à mon avis sur YouTube, YouTube français, ça m'étonnerait pas d'être le seul patient qui va en parler parce que je suis youtubeur, faut savoir faire un petit peu de montage vidéo, savoir un petit peu se filmer. Désolé pour les bruits en arrière-plan parce que je suis en train de faire mijoter un bœuf bourguignon et puis il y a bébé à l'autre bout de l'appartement. Donc ça risque d'être un peu long, mais ça s'adresse surtout aux gens concernés et ils méritent d'avoir un gros morceau à écouter. Et surtout que moi je me souviens, mon orthodontiste, il m'avait montré des photos d'autres patients, mais il s'était servi d'autres cas pour me promettre entre guillemets des choses ou pour illustrer des choses, pour m'expliquer comment des choses allaient se passer, pourquoi on les faisait, d'où on partait, où est-ce qu'on essayait d'aller, enfin en faisant des corollaires comme il pouvait, parce qu'en fait la bouche de chaque personne est différente, mais vous remarquerez que peut-être c'est votre cas, votre orthodontiste vous a montré des photos, mais en fait il fait parler des patients, mais c'est pas les patients qui parlent. En fait, on utilise les photos des bouches des patients, mais que savez-vous de ce que vous diraient en réalité les patients sur alors comment s'est passé votre disjonction, votre opération maxillofaciale, qu'est-ce que vous en retenez, quelles sont vos conclusions, est-ce que ça valait le coup ou pas? Mais en fait, mon orthodontiste, c'est pas pour critiquer, mais c'est vrai que sur le papier, on fait parler des photos de gens qui nous ont donné la permission, enfin qui ont donné à ce médecin la permission de réutiliser ces photos, mais on sait pas ce qu'ils en pensent concrètement et il n'y a pas tellement de témoignages. Je pense pas que vous trouverez de témoignages comme moi de patients qui vont parler du sujet. Et il y a quand même une chose que je trouve particulièrement problématique, c'est un peu subtil, dont je vais parler dans cette vidéo. Donc c'était il y a quelques années, je vous donnerai certaines informations. Mon orthodontiste, c'est le docteur Sabouni. Ça, je vous le dis parce que j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. D'ailleurs, si vous voulez plus d'informations sur mon contexte, sur mon cas de figure, je vous mettrai une série qui parle de ça, de plein de soins orthodontistes que j'ai reçus. Alors le contexte, moi à la base, brièvement, j'étais en Espagne, un stage en Espagne, un stage d'études, et en mangeant une cacahuète, j'étais au lit avec une demoiselle, et ma dent s'est fendue en deux, une molaire. Et il s'avérait en fait que je ne savais pas, mais j'avais une carie qui s'est développée doucement mais sûrement. Et en mangeant cette cacahuète, ben, ça l'a fait s'ouvrir, quoi. Alors quelques jours plus tard, je rentrais en France, donc je suis allé chez un stomatologue, sur les conseils de mon dentiste, je crois. Le stomatologue m'a enlevé la molaire, mais après il m'a dit, bon, on va peut-être falloir aller voir, peut-être voir maintenant qu'est-ce que fait avec votre dentiste, parce que vous avez une molaire qui va laisser un trou vacant. Vous avez toujours vos dents de sagesse. Alors, il y a dents de sagesse et dents de sagesse. Moi, il se trouve que j'avais, notamment sur l'arcade inférieure, j'avais des belles dents de sagesse, des vraies dents de sagesse. Parce que il y a plein de gens, quand on dit on va vous retirer les dents de sagesse, vous avez des fois des dents qui sont dans la gencive, qu'on appelle des dents de sagesse, mais qui en fait sont des dents ridiculement petites. C'est des vestiges, ça a une forme d'un gros grain de riz. Alors ça, je crois que j'en ai sur l'arcade supérieure. Désolé, hein, je connais pas les termes techniques, je suis pas médecin, je suis docteur, mais en biologie, hein, donc rien à voir, docteur en sciences. Et j'avais des molaires formées en bas, de rechange, quoi. Comme un crocodile ou un requin, dans la gencive, j'avais des jolies molaires. Alors, je crois que je sais plus quel que c'était, le trou que j'avais, donc la molaire qu'on m'avait enlevé proprement. Et donc, on m'avait dit, ben, enfin, j'avais fait le tour et j'avais trouvé cet orthodontiste, le docteur Sabouni. Et puis, bon gré mal gré, on était arrivé où il m'avait fait la suggestion. Alors, dans un premier temps, on avait tenté de me vendre un système Invisalign, hein, qui a été renommé, je crois que ça s'appelle Invis maintenant. Et en force de négocier, de discuter, de poser des questions, de résister, il m'avait dit, si vous voulez, on vous met plus simplement une mini-vis. Donc, on m'avait vissé une vis là, et on s'en était servi pour tracter
C'est assez passionnant ce que font les orthodontistes, hein. Et c'est pas si fréquent que ça parce que je me souviens que quand j'ai eu plein de rendez-vous sur 2 ans, je crois. Et quand il avait l'occasion, il montrait à ces personnes qu'il était en train de former, les différents personnels médicaux qu'il formait, ou même des collègues orthodontistes avec qui il travaillait. Et je voyais bien que la mini-vis, c'était pas si fréquent que ça. Et c'était assez malin parce qu'en fait, tu récupères quelque chose qui se fait spontanément à l'état naturel. Mais le truc, c'est que, bon, j'accélère. Il m'avait fait sortir de la gencive une molaire de rechange qui sortait déjà spontanément, mais si tu laisses faire les choses comme ta gencive, c'est quand même un milieu, un tissu vivant, il y a une dent qui vient de partir, il y a plein de contraintes en même temps, en fonction de l'âge, de plein de paramètres, enfin, il peut se passer plein de choses, donc l'orthodontiste est celui qui va essayer de guider pour que les choses soient bien et avoir un bon, ce qu'on appelle un recouvrement, parce que c'est ça, orthodontiste, mettre les dents des gens droites, dans le sens où que l'arcade du haut recouvre correctement l'arcade du bas, les positions alternées, enfin, j'en discuterai avec lui. Mais une fois que j'ai eu la molaire qui est bien venue remplacer la molaire qui avait été enlevée, il m'a dit, vous avez un problème de recouvrement. Alors pourquoi je vous parle de ça, c'est que à la question, est-ce que ça valait le coup de subir une ostéotomie de l'Euphore type 1? Parce qu'il y a type 1, type 2, type 3. La type 1, c'est en fait, pour ceux qui n'ont pas compris, les curieux qui seraient encore là, l'opération chirurgicale que j'ai reçue, en fait, ça consiste à te disquer là. Donc en fait, tu as cette partie-là qui va être désolidarisée du reste de ton crâne, toute la masse osseuse à ce niveau-là. Et on m'a mis aussi un coup de disqueuse dans ce sens-là, en haut du palais, pour pouvoir y poser ce qu'on appelle le disjoncteur, un petit appareil métallique après sur lequel on fait des tours de... Il y a une vis, il y a une tige filetée, tu mets des tours de clé toi-même, un tour ou un demi-tour de clé tous les soirs, pour agrandir ton palais, ce qui va permettre de procéder, ce qui va lui permettre de gagner beaucoup de jeu, beaucoup de mou à l'orthodontiste derrière, parce que effectivement, si tu fais pas ça, si t'as pas recours à la chirurgie maxillofaciale, t'es obligé de, t'as des marges de manœuvre limitées, quoi. Tu peux mettre des bagues, mais euh, la gencive a une ductilité limitée. Enfin, les spécialistes en question en parleront mieux que moi. Et donc c'est ça, on m'a scié là, on m'a mis un coup de disqueuse, hein, vulgairement parlant comme ça. On s'en sert pour te repositionner, en fait, cette partie-là, la partie osseuse qui a été désolidarisée du reste, et on m'avait mis un coup de disqueuse là derrière. Alors, je vous disais, est-ce que ça vaut le coup? La question c'est, est-ce que ouais, ça vaut le coup? En fait, je sais pas. Bon, ça c'est un truc, parce qu'en fait, c'est quoi un bon recouvrement? Et ça, cette question, c'est quasiment une question métaphysique, en fait. Parce que déjà, discute-en avec ton chirurgien maxillofacial. Ton chirurgien maxillofacial, en général, il sait pas, parce que c'est plutôt un débat d'orthodontiste. Lui, le chirurgien maxillofacial, il travaille avec tous les médecins qui ont besoin que dans cette partie, on fasse une opération chirurgicale. Donc, ton chirurgien maxillofacial, c'est pas tellement lui qui va t'aider à répondre à cette question. Est-ce que ça vaut le coup? Pourquoi on le fait? Qu'est-ce qu'on vise comme objectif? À partir à partir de quel moment on dit que c'était justifié de faire ça, que ça s'est bien passé? Donc c'est avec l'orthodontiste. L'orthodontiste est un spécialiste qui a infiniment plus d'années d'études que toi dans ce domaine. C'est un médecin avec son aura. Donc déjà, ce qu'il te dit, comment tu veux se vérifier ou pas dans la littérature scientifique. Mais la littérature scientifique, rien que pour la lire, c'est extrêmement ardu, hein. Surtout si tu as un travail, tu n'as pas le temps de... Comment toi, tu veux, en tant que patient, te faire une idée? Et puis, il n'y a pas deux orthodontistes d'accord, en fait. Et puis, ça veut dire quoi? Alors moi, il se trouve que mon orthodontiste m'a conseillé de continuer à travailler. Mais bon, il se trouve qu'une fois que j'ai fait ça, qu'on est arrivé on a travaillé suite à ça pendant, je sais pas, un an et demi, un an et demi, 2 ans. On m'a mis des bagues et tout. Et même après ça, après qu'il m'ait retiré les bagues, il continuait à me parler de continuer les soins. Donc en fait, je commençais à devenir presque suspect parce qu'au début, j'ai été venu voir pour faire avancer une molaire. Après, je pars sur, ah, vous avez un problème de recouvrement, je pars sur 2 ans, on me scie là, comme ça, et c'est toujours pas fini. Donc, c'est ça qui est un peu bizarre, en fait, avec l'orthodontie, c'est que les critères sont pas très clairs. S'il y a des orthodontistes qui passent par là, je
te mets ma main à couper que tu t'invites 4 orthodontistes à manger chez toi. Et en fait, dans le détail, qu'est-ce que c'est qu'un bon recouvrement? Ça veut dire quoi avoir les dents droites? Quand est-ce qu'on s'arrête? Quand est-ce qu'on fout la paix au patient? Je te mets ma main à couper il y a pas 2 orthodontistes qui sont d'accord. Donc, ça peut paraître secondaire, mais en fait, ça l'est pas, puisque vous êtes censé subir un acte chirurgical, ce qui n'est pas anodin, parce que vous avez un problème et parce qu'on est assez relativement certain qu'on va vous aider à le résoudre par ce biais. Donc, en fait, c'est pas une question secondaire. Mais même maintenant, je saurais pas vous dire, enfin, je saurais pas défendre, est-ce que c'est justifié ou pas? Parce qu'en fait, c'est l'orthodontiste qui décide, qui est à la fois jugé partie dans cette histoire. Bon, ça, c'est un problème assez récurrent dans différentes branches de la médecine. Le médecin est juge et partie. Donc, bon, moi, au bout d'un moment, c'est bon, ça fait 3 ans, 4 ans qu'on travaille. Oh, j'ai autre chose à foutre que de faire des soins dentaires, et puis j'ai la sensation d'avoir mis le doigt dans un engrenage et de jamais en sortir, quoi. Quand est-ce que ça s'arrête, quoi? Alors, à cause des menaces que j'ai subies, je vais peut-être pas vous dire dans quel hôpital ou clinique ça s'est passé. Je vous afficherai à l'écran euh, quand est-ce que ça s'est passé, en quelle année approximativement. Merci d'en tenir compte parce que j'imagine que ça évolue très vite dans ce domaine. Je sais que le docteur Savoni faisait très régulièrement à l'époque des séminaires à droite à gauche. Ça avait l'air assez fatigant d'ailleurs d'aller un peu partout dans les séminaires pour se tenir au courant de l'évolution des techniques. Et d'ailleurs, pareil, je te parie qu'il n'y a pas 2 orthodontistes qui font le même effort ou qui ont le même budget alloué à se tenir informés à ce niveau-là. Et donc, j'ai été opéré en début d'après-midi, je crois. Donc, j'étais à jeun, hein, bien évidemment. Début d'après-midi ou milieu de matinée. Et donc, bon, c'était il y a quelques années, hein, donc j'avais eu des entretiens avec l'anesthésiste, le chirurgien. Donc, l'équipe, des souvenirs que j'ai au moment de rentrer dans la salle d'opération, de bonne ambiance. Je me suis bien endormi et très, très rapidement. Je me suis réveillé. Bon, le réveil, bon, ça dépend un peu de comment tu tolères. Et puis le petit cocktail d'anesthésion qu'on a utilisé. Je sais que l'anesthésie, c'est pas si facile que ça d'être sûr et certain que ton patient il va pas avoir la tête dans le pâté ou être de mauvaise humeur au réveil. De toute façon, je passe là-dessus parce que c'est assez secondaire. Mais ce que je voulais dire, c'est que avant l'opération, quelques jours avant, quelques semaines avant, il m'avait fait signer une décharge, un papier qui dit vous avez bien pris. J'essaierai de vous le retrouver et de l'afficher à l'écran. J'ai pris connaissance que, en fait, en substance, qu'il y a des risques. Il y a des risques, je les accepte. Voilà, c'est une forme de décharge juridique. Et bon, je suis opéré, enfin, je suis opéré. Je me retrouve je me réveille, donc c'est un peu bizarre quand même, hein, parce que déjà je vous le dis comme ça, cette partie désolidarisée du reste, c'est un peu impressionnant. Bon, c'est plus impressionnant de le voir là, comme ça, ou de l'expliquer que de le vivre. Et donc en fait, ils avaient scié, et avec du fil chirurgical, ils avaient recousu, mais ils avaient dû, enfin, en faisant ainsi, en fait, tes os vont se ressouder naturellement, sauf que ça aura donné un peu de mou, puis ça te permet de corriger un peu la position comme tu veux, avoir les coudées un peu plus franches pour toutes ces histoires de recouvrement. Seulement, bon, moi j'étais assez seul, hein, j'étais pas mal, enfin j'étais seul, j'étais assez seul, donc psychologiquement ça, subir ce genre de choses, te réveiller tout seul, quand il y a des couilles, devoir tout faire tout seul, ça rentre en compte forcément, ça laisse un impact sur la mémoire, sur les souvenirs et donc sur mon témoignage. Merci d'en tenir compte. Mais ça s'est pas très bien passé. En fait, je sais pas que j'avais mal, mais j'avais la sensation qu'il y avait un truc qui allait pas avec ma mâchoire supérieure. Et puis les heures passent, je sais pas. Je sais plus, j'avais dû être opéré, je vous ai dit, en milieu, fin de matinée ou début d'après-midi. Puis l'après-midi avance, puis j'ai des sensations bizarres. Et puis, je trouve qu'il y a de plus en plus de jeux, parce que c'est bizarre, parce qu'en plus, tu es quand même un peu enflé, tu viens de subir un acte chirurgical, tu as les produits, machin, on t'a donné, je sais pas ce qu'on m'avait donné comme antidouleur, mais bon, tu es dans un état bizarre.
les sensations reviennent tout doucement, mais je trouvais qu'il y avait un problème, mais en même temps, avec quoi tu veux comparer? Ça t'arrive combien de fois par an dans ta vie de te faire scier comme ça l'os? Et il y avait des gens qui venaient de temps en temps du personnel soignant qui venaient dans la chambre, parce qu'on était deux, au moins deux, et un monsieur d'un certain âge également. Et puis, à un moment donné, je m'inquiète vraiment, je sais plus, j'ai dit à une infirmière ou à une aide-soignante, j'ai dit, écoutez, il y a un problème là. Là, ça bouge vraiment beaucoup. J'ai l'impression que le fil qui a été utilisé pour me recoudre, il a pété, il a cassé. Et en fait, c'est la principale inconvénient, chose désagréable qui m'est arrivée, en fait, c'est que déjà, le personnel soignant en question, il n'a pas très bien réagi. Il a pris la chose à la rigolade. Il a fait oh, oh, oh. Il a une réaction comme ça. Non, mais vous inquiétez pas, mais non, mais, mais bien sûr que non, c'est pas ça. Je comprends tout à fait, il y aura une petite gêne, mais ça peut pas être ça. Non, non, ne vous inquiétez pas. Et donc il a regardé. Je sais pas qui c'était. C'était pas un médecin, c'est sûr. Je sais pas si c'était un aide-soignant ou si c'était un infirmier ou un statut intermédiaire là. Je sais que dans les hôpitaux, tu as des gens qui passent la plupart de leur temps à faire transbahuter des patients pour qu'ils aillent faire des analyses, des examens, des choses qu'on dit de faire les médecins. Je sais pas, je connais pas les détails des fonctions, des rôles. Et il est parti, il est allé discuter. Et puis il revient et il re-regarde. Je sais pas ce qu'il avait été faire, voir. Puis je vois qu'en fait son visage commence à se décomposer. Donc là, il avait fait une erreur, il avait fait une connerie, parce que qu'il y ait une complication, une petite couille, avec des répercussions plus ou moins graves, c'est une chose. J'imagine que ça arrive. Bon, mais c'est déjà pas sympa que ça t'arrive, mais quand tu es un personnel soignant, ça serait bien que tu sois préparé et que tu réagisses pas en faisant oh, mais non, monsieur, vous n'êtes pas sérieux. Non, mais non, ça ne va pas être ça. Parce qu'en plus, j'ai vu sa tête commencer à se décomposer. Il a perdu de sa superbe, il a perdu pied. Et là, c'est là que c'était vraiment problématique. Parce que là, je sais pas, il devait être 15h, 15h30. Je viens de me faire scier l'os comme ça. Je suis tout seul. Il y a visiblement un vrai problème et le pignouf qui me sert d'encadrant soignant là, eh ben, comme je vous dis, il se révèle être vraiment, il aurait mieux fait de se taire parce que dans ma tête je me dis mais putain, de quoi je me suis embarqué? Parce que effectivement, il se trouve qu'effectivement le fil avait cassé, donc j'avais été bien recousu mais ça avait cassé assez rapidement. Donc je me retrouvais, donc tu vois ta mâchoire inférieure, elle est mobile. Il y a des articulations là. Mais moi, c'était mobile cette partie par rapport à celle-là. C'est comme sensation, c'est particulier, surtout comme je te dis, c'est tout seul et que j'ai un pignouf en face de moi qui a rien de trouvé mieux que de dire oh, mais non, c'est pas ça, monsieur, vous inquiétez pas, petit farceur. Voilà, je me dis putain, c'est quoi cet hôpital, c'est quoi ce zoo, quoi, c'est Pignoufland ou quoi? Et alors, bon, il est allé, je me souviens plus évidemment du détail, mais en fait, il est allé en référé visuellement à mon chirurgien. Alors le problème des chirurgiens, c'est qu'ils sont pas très disponibles. T'es pas le seul patient. Ils essaient de s'organiser à l'hôpital ou en clinique. Ils ont leur propre programme. Et donc l'après-midi avance. Tu vois, on arrive à 16h, 16h30. Peut-être pas 16h30, plutôt 16h. Et là, mon chirurgien arrive. Et il regarde. Et alors lui, contrairement à l'aide-soignant slash infirmier, il prend pas du tout, il prend pas du tout, enfin il se fout pas de ma gueule quoi, il commence pas, il fait pas cette erreur, il regarde, puis il voit effectivement que ouais, bon, c'est ça le problème, c'est que quand tu vois que même le médecin il a pas le prétention et la bêtise de prendre les choses à la légère, alors qu'un aide-soignant ou un infirmier qui connaît que dalle, lui se le permet. Donc il me dit bon ben faut qu'on vous réopère, faut que vous repassiez en salle d'opération. Oui, effectivement, ça a cassé. Donc, bon, ben voilà, je suis bon pour une deuxième passage, deuxième anesthésie de la journée.
pour ça. Et puis bon, j'avais quelques doutes, parce que dans l'absolu, ça s'est produit une fois, ça va peut-être se produire une deuxième fois. C'est quoi? C'est moi qui ai un problème? Est-ce que je suis trop musclé? Est-ce que je suis trop gros, trop lourd? Bon. Alors, je suis repassé sur le billard, enfin le billard, c'est un peu exagéré comme expression, mais je suis repassé avec les mêmes conditions, mais dans la même journée. J'étais pas très à l'aise à l'idée de savoir que le chirurgien qui m'avait opéré, avec peut-être même une partie de l'équipe du bloc qui était la même, donc qui était fatigué, qui me réopérait. Mais a priori, j'imagine qu'il y avait beaucoup moins de taf, parce qu'il s'agissait juste, entre guillemets, de repositionner cette partie et de la recoudre, en faisant un peu plus attention, ou je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Le réveil était un petit peu mieux. Et puis voilà, j'ai pas eu de problème. Voilà, en fait, ça n'a pas recassé derrière. Le réveil n'était pas plus violent que ça. Ça n'a pas dû durer très très longtemps. Déjà qu'il était déjà l'après-midi bien avancé. Bon, j'ai pas eu de problème particulier pendant la nuit. Je me souviens pas de tous les détails. Je me souviens de très peu de détails, mais en tout cas, ce que je voulais vous dire, c'était ça. Et donc, j'en arrive à un petit problème dans cet acte chirurgical, et puis dans d'autres spécialités, ça doit exister, ça ne doit pas être propre à la chirurgie maxillofaciale. Le truc, c'est que je reviens à la décharge dont je vous ai parlé. C'est un petit peu éthiquement, je trouve qu'il y a un problème éthique quand tu fais signer un papier au patient disant que tu comprends qu'il y a des risques. Parce qu'en fait, c'est flou. La manière dont c'est présenté, j'essaierai de te retrouver le texte, de l'afficher à l'écran si j'ai réussi. Mais le texte que j'avais signé, il était général en termes de risques et d'impact, de complications qu'il pourrait y avoir. Déjà, je crois quand il y a une anesthésie, c'est une anesthésie générale. Hein. Il me semble que les médecins qui passent par là m'affirment ou me confirment. Dans l'absolu, dès qu'il y a anesthésie générale, il y a toujours un risque, même minime, que tu ne te réveilles pas, il me semble. Et puis, il peut y avoir des complications à plus ou moins brève échéance. Je ne connais pas ce domaine. Mais, si tu veux, s'il y avait eu dans la décharge possibilité que le fil du rôti pète et qu'il faille se refaire opérer, et qu'en plus, il y a un pignouf d'aide-soignant, là, bah, même pas aide-soignant, le mec qui vous trimballe dans les ascenseurs pour aller faire de la radiologie, qui se prend pour un spécialiste et qui vous rionnait alors qu'il ferait mieux de se taire. Vous voyez ce que je veux dire? On n'aborde pas, en fait, en concret, pratiquement. Je sais pas comment ça se passe, hein, mais en fait, concrètement, moi, dans mon cas, je me demande s'il y avait eu marqué sur ce que j'ai signé pendant l'entretien avec le chirurgien, entretien préopératoire, dans les discussions, s'il y avait eu marqué ce genre de choses, ben, j'aurais peut-être été plus impressionné, mais mieux informé également, parce que concrètement, c'est ça qui s'est passé. D'ailleurs, vous, là, manifestez-vous dans les commentaires si vous existez. J'imagine qu'il y a certains d'entre vous qui ne savaient pas, avant que je vous le dise dans cette vidéo, qu'il pouvait se passer ça. Ça peut se passer puisque ça m'est arrivé. Si ça m'est arrivé, a priori, ça peut arriver à d'autres personnes. Je ne sais pas ce que vous a dit votre chirurgien maxillofacial ou le chirurgien avec lequel vous envisagez de subir cette disjonction. Alors, petit rappel, je vous ai mis des sources dans la description médicale. Je m'en sers à certains moments peut-être pour illustrer dans la vidéo, au montage. On appelle ça une disjonction, si j'ai bien compris, parce qu'en fait, on va disjoindre une partie de la masse osseuse qui est dans votre cerveau du reste. En fait, voilà, il y a type 1, type 2, type 3, qui est encore plus impressionnante. Et si j'ai bien compris, d'ailleurs, s'il y a des chirurgiens maxillofaciaux qui passent par là, en fait, type 1, type 2, type 3, je vous invite à prendre connaissance de ce schéma très intéressant. Je crois qu'en fait, à l'état naturel, il peut y avoir des fractures lors d'impact, d'accidents, qui se font préférentiellement à ces niveaux-là, si j'ai bien compris, parce qu'en fait, ce sont des zones de faiblesse osseuse naturelle, entre guillemets, et donc les chirurgiens, enfin, ce médecin, Lefort, si j'ai bien compris, il a proposé ces trois types, parce que ces zones de faiblesse existent, ces plans de coupe, entre guillemets, facilités, ces plans de coupe de faiblesse à la masse osseuse existent déjà, donc en fait, le chirurgien maxillofacial, il utilise ces faiblesses de la structure osseuse pour couper proprement, pour faire ce qu'il a à faire conjointement avec un orthodontiste ou une autre spécialité.
Et donc disjonction dans le sens où on va disjoindre deux parties de la masse osseuse. Si j'ai bien compris, infirmez-moi si c'est pas ça. Complétez, le but c'est de partager des informations précises. Ben voilà, je crois que j'ai dit ce que je voulais vous dire, c'est que c'est un peu trompeur cette manière de représenter la chose pour le patient. Votre chirurgien maxillofacial, donc, qu'est-ce qu'il a évoqué comme complications? Déjà, de lui-même, je pense pas qu'il va s'attarder beaucoup sur les complications. Ça pourrait être justifié parce que des complications quasiment impossibles à prévoir, ça va dépendre de... tout est imaginable, mais du coup, ça pose un problème, je trouve, parce que je comprends que ce soit pas la faute des chirurgiens maxillofaciaux et qu'ils fassent au mieux qu'ils peuvent, mais il y a quand même un problème éthique à faire signer des décharges aux patients en étant très général. Le patient signe un papier qui décharge le chirurgien, les spécialistes, l'équipe, l'hôpital ou la clinique, alors qu'en fait, si il donnait des exemples concrets, comme c'est beaucoup plus facile de donner des exemples concrets, de se les imaginer, et que quand on est un tour de phrase général, en fait, je suis conscient des risques, c'est très abstrait. Voilà, c'est beaucoup moins impressionnant que certaines complications. Et d'ailleurs, donc du coup, j'invite ceux qui ont subi une disjonction à faire eux-mêmes des témoignages. Peut-être qu'il y a eu des expériences beaucoup plus positives ou d'autres exemples de complications. Parce que moi, je suis partisan plutôt de l'information. Je pense qu'il vaut mieux que les patients aient accès à l'information, soient bien avertis des risques. Et je trouve que les tourneurs de phrases dans les décharges qu'on nous fait signer ne respectent pas l'éthique médicale. Ils sont beaucoup trop flous et beaucoup trop générales pour être sincères et honnêtes. Bon, après, la pose du disjoncteur en métal, les tours de clé que je me suis mis à moi-même, ça, aucun problème. Comme une lettre à la poste, aucun problème. Bon, par contre, j'ai eu des bacs pendant longtemps, j'ai eu des nécroses qui m'ont créé beaucoup de déchaussements partiels des dents, qui ont créé en fait des problèmes qui n'existaient pas. Alors, j'ai peut-être un meilleur recouvrement des deux arcades, mais ça, c'est mon orthodontiste qui le dit. En vrai, comme je vous le dis, je suis pas sûr qu'il y ait deux orthodontistes qui partagent vraiment précisément la même vision des choses. Et bon, en échange de ce recouvrement, j'ai quand même un déchaussement accéléré de plein de dents à cause de nécrose suite à la pose de bague et au fait que je me suis pas bien brossé les dents. Enfin, je savais pas trop en fait. Moi, j'avais une manière de me brosser les dents. Alors, il paraît que j'ai un meilleur recouvrement maintenant, dixit mon orthodontiste. C'était censé être ça dans l'intérêt de la préservation de mon capital santé et notamment de garder mes dents le plus longtemps possible, avoir le moins de déchaussement possible, le moins de couronne possible ou le plus tard possible dans mon existence. Mais comme j'ai eu une nécrose des gencives à la base des dents, bon je sais pas, le bilan n'est pas évident. Oui, parce qu'au niveau du bilan, par exemple, je vous montre, hein. Vous voyez le recouvrement de ce côté, il est bon là. Et moi, tel qu'on m'avait vendu ce projet d'ostéotomie, de disjoncteur, tout le travail en aval également, on parle à l'échelle d'années quand même, hein, de travail. Et là, de ce côté, alors, mon orthodontiste dit qu'on est beaucoup mieux, il a dit on est arrivé au bout du soin, mais moi, on me l'avait vendu, on va vous faire tout ce qu'on va vous faire pour que vous ayez un bon recouvrement de ce côté. Et le bon recouvrement, il n'y est pas. Parce que je suis censé avoir l'arcade supérieure qui vient par-dessus l'arcade inférieure de ce côté. Donc tout ce travail pour ça, je me pose beaucoup de questions, mais en tant que patient, on est complètement démuni intellectuellement sur plein d'aspects pour en discuter. Et puis, quel moyen de recours les patients ont? Zéro. À part si tu es richissime, avec des avocats éventuellement, mais le kidam moyen. Bon d'ailleurs, au niveau du bilan final, non seulement je vous dis, moi on m'avait vendu un recouvrement, c'est pas celui qui est rencontré, mais en plus, suite au disjoncteur, enfin l'opération chirurgicale, l'ostéotomie, plus donc derrière la pose du disjoncteur, les tours de clé, plus les bagues pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, plus les travaux, les rendez-vous réguliers, j'ai eu une nécrose généralisée en fait dans toute la bouche. On s'est aperçu a posteriori qu'en fait je ne savais pas me brosser les dents correctement. Mais j'étais déjà jeune adulte, hein, j'avais largement plus de 20 ans hein, à l'époque. J'étais plus entre 25 et 30 que de 20 ans. Et donc je vous fais cette vidéo parce que c'est quand même un peu gros, si vous voulez.
mon orthodontiste, il m'a lancé, enfin on s'est lancé, on va dire, hein, pour enfin, partager la faute et la responsabilité. Si vous voulez, j'ai eu un premier traitement là pour la mini-vis, machin. Donc le médecin orthodontiste me connaissait déjà. Et on s'est lancé dans une ostéotomie avant de vérifier le patient est-ce qu'il sait se laver les dents. Est-ce qu'il sait se brosser les dents correctement. Moi je me brossais les dents un peu n'importe comment, je savais pas. Voilà, commence par le haut, comme ça, tu viens chevaucher entre la gencive et la dent, dans ce sens, etc., etc. Donc j'ai eu deux entretiens avec le professeur Rachelin, spécialiste justement des maladies des gencives, si je dis pas de bêtises, sur les recommandations de mon orthodontiste. Et mon orthodontiste, qui, quand il a vu la nécrose, je crois on a dû me prescrire des antibiotiques pour stopper la nécrose le plus rapidement possible. Ben, c'est bien gentil d'avoir un spécialiste comme le docteur Rachelin qui t'explique comment te laver les dents, mais ça aurait été mieux de faire ça avant et de voir si on se lance dans une ostéotomie avant même d'avoir résolu ce problème. Voilà, je trouve que c'était pas très responsable, pas éthique, donc je vous fais cette vidéo. Peut-être que ça vous sera utile. Voilà, c'est une nécrose qui est apparue parce que quand on m'a posé les bagues, j'avais visiblement, de la manière dont ça m'a été présenté, la manière dont je me lavais d'habitude, c'était pas idéal. C'est peut-être pour ça que j'avais une grosse carie d'ailleurs, mais j'avais pas une nécrose des gencives. Si vous voulez, j'ai une nécrose généralisée euh, sur à peu près toutes les dents du bas, qui est apparue parce que je portais des bagues suite à l'ostéotomie. C'est enfin, c'est plutôt douloureux, c'est sensible. Apparemment, mon brossage mauvais d'habitude n'était pas suffisamment mauvais pour que j'ai une nécrose, mais suite aux bagues qui suivaient justement l'ostéotomie, tout ça, ça fait partie du même soin, eh ben, j'ai une nécrose. Et là, quand il a vu ça, l'orthodontiste, il a fait une drôle de tête, parce que là, déchaussement, accéléré, je vous montre pas en détail, hein. Mais bon, j'avais fait cette opération, je me suis lancé là-dedans pour conserver un capital santé, parce que justement, c'était censé protéger ma santé. Si on faisait rien, le médecin les médecins, hein, orthodontiste plus chirurgien maxillofacial, enfin, le maxillofacial, j'ai l'impression qu'il fait surtout ce que l'orthodontiste lui dit de faire. On te le vend comme en étant d'intérêt pour ta santé à long terme. Et puis au final, bah, toujours pas le recouvrement. Par contre, j'ai eu un déchaussement de toutes les dents du bas. Tout ça parce que il n'y a pas eu de discussion, vérification de l'orthodontiste, du dentiste ou le chirurgien maxillofacial que je savais me brosser les dents, qu'on était d'accord là-dessus. C'est quand même sacrément con quand même, hein, si vous me passez l'expression. Puis cette nécrose, donc moi j'allais tous les mois faire des rendez-vous de contrôle auprès de mon orthodontiste et donc il s'est passé du temps, plusieurs semaines pendant lequel j'avais ce développement. euh, je crois que c'est des bactéries, hein. Et, en plus, ça a aggravé le problème. Le problème n'a pas été tout de suite pris en charge. Enfin, dès qu'il a constaté ça, l'orthodontiste m'a prescrit des antibiotiques et il m'a dit on va programmer un rendez-vous avec le docteur Rachelin. Et puis, ouais, il a bien vu les dégâts. Ça, c'était pas du tout prévu. Et donc, sachez-le, il y a ce risque-là, hein. Concrètement, il y a un risque de nécrose de à peu près toutes les dents sur ce genre de chantier. Principalement parce que quand tu as les bagues, c'est beaucoup plus compliqué. Déjà, il y a beaucoup plus d'interstices et de coins dans lesquels les restes alimentaires peuvent se coincer. Mais bon, c'est pas évident hein, parce que les bagues, elles sont pas au niveau de là où j'ai les nécroses, elles sont légèrement plus hautes puisqu'elles sont collées sur les facettes, sur les faces externes ou internes en fonction de ce que tu as choisi des dents. Donc c'est quand même un peu bizarre, tu vois. Et moi, l'orthodontiste, quand il m'a dit on va programmer un rendez-vous avec le docteur Rachelin pour qu'il vous briefe, on va vous expliquer comment vous brossez les dents suite à cette septicémie, et vous allez prendre ces antibiotiques, il m'a dit bon, maintenant on va endiguer la septicémie, la nécrose. Et donc, mon orthodontiste m'a dit texto, vous allez vous brosser les dents comme on va vous montrer. Et là, vous sortez d'une nécrose. Même si ça saigne, même si ça fait mal, il faut faire comme on vous a dit. Et il faut bien faire sur les zones, même si ça saigne, même si ça fait mal. Donc, bon, franchement, c'est pas drôle, hein. Et au final, bah, génial, mon capital santé. Tout détruit. Parce que ma gencive a grave reculé. J'ai plein de racines apparentes. Puis en plus, c'est des voies d'entrée. J'ai des nouvelles voies d'entrée de pathogènes dans mon organisme. Alors d'ailleurs, à propos du chirurgien maxillofacial, un truc que j'avais pas anticipé moi à l'époque, c'est les questions des dépassements d'honoraires. Parce qu'il m'en avait pas du tout parlé. Et je me suis rendu compte après l'opération, vous savez qu'en France, le chirurgien peut te dire « Ah, ben, dépassement d'honoraires, s'il vous plaît, voilà.
Le mien ne m'a pas réclamé de dépassement d'honoraires, donc 800 euros je crois de mémoire pour lui et 200 euros pour l'anesthésiste. Alors est-ce qu'il ne m'a pas réclamé de dépassement d'honoraires parce que sachant qu'il y a eu cette complication aussi, je ne sais pas. Si vous voulez une astuce pour optimiser les chances de ne pas avoir de dépassement d'honoraires, je vous ai fait un épisode dédié, je vous l'ai mis dans la description sous les vidéos, je vous invite à aller écouter, je ne vais pas répéter. Il faut vraiment que vous travailliez sur les dépassements d'honoraires en amont avant de donner le moindre accord, parce que ça peut changer complètement votre chiffrage, votre comptabilité personnelle, et puis aussi votre mutuelle va pas forcément rembourser le même pourcentage sur les honoraires de l'acte en lui-même que sur les dépassements d'honoraires a posteriori, une fois que l'acte a été fait. Donc il faut se renseigner. Je me suis retrouvé parfois dans des situations où le chirurgien maxillofacial me demande si ma mutuelle rembourse bien, et où la mutuelle, quand je lui demandais combien j'étais remboursé, me demandait les informations du chirurgien maxillofacial pour me dire à quelle hauteur elle me remboursait. Voilà, typiquement la situation concrètement dans laquelle vous risquez à certains moments de vous retrouver. D'ailleurs, moi, ma mutuelle, à l'époque, c'était Harmonie Mutuelle. Ils m'ont fait suer pour me rembourser. Ça a pris 1 an. On parle de milliers d'euros là quand même. Hein. 1 an pour me faire rembourser. Parce que 800 euros plus 200 euros, c'est juste la chirurgie maxillofaciale. C'est juste le chirurgien plus l'anesthésiste. C'est pas, ça inclut pas l'orthodontiste en plus. Donc j'ai vu Harmonie Mutuelle qui fait de la pub sur des grands médias. Voilà concrètement comment ça s'est passé moi avec Harmonie Mutuelle. 1 an pour me faire rembourser 1000 euros. J'étais chez Harmonie Mutuelle parce qu'ils avaient négocié, j'étais employé par l'ADEME qui avait négocié avec eux, c'était la mutuelle de l'employeur. Et j'étais plutôt bien couvert, hein, bien assuré par l'ADEME, hein, parce que l'ADEME en général ils prennent soin de leurs employés. Hein. Donc 1 an alors que j'avais une bonne mutuelle. Hein. Alors à certains moments, je vous montre des reconstitutions de devis. Je vous montre pas forcément pas tout le temps les devis, parce que sur certains devis, il y a marqué que c'est confidentiel. Donc ne pas vous donner le nom de mon chirurgien, par exemple, ça me permet de vous montrer plus de documents. Et puis en plus, j'ai reçu des agressions et des menaces d'un chirurgien maxillofacial, d'un autre chirurgien maxillofacial. Donc je préfère ne pas vous donner le nom du chirurgien maxillofacial qui a travaillé sur moi, puisque je pense que le monde est petit, je préférerais prendre des mesures, des précautions parce que la personne qui m'a agressé par internet verbalement, puis envoyer des menaces, elle est tellement courageuse que ça m'étonnerait pas qu'elle soit du genre à aller exploiter les bases de données auxquelles elle a accès en tant que soignant, en tant que chirurgien maxillofacial. Voilà, donc deux raisons pour lesquelles je ne vous donne pas l'identité de mon chirurgien maxillofacial. En plus, il m'a filé de l'homéopathie, j'ai pas tilté sur le coup, alors que j'ai absolument jamais demandé de l'homéopathie. Hein. Au final, il se trouve que je l'ai pas prise, de toute façon. Ça change pas grand-chose, mais petite information complémentaire. J'ai certainement oublié de dire certaines choses, je vous les préciserai dans la description sous la vidéo. Si vous avez apprécié ce témoignage et si vous voulez participer à le faire connaître, est-ce que vous pouvez mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez mettre un j'aime? Vont s'afficher à l'écran un rond et un rectangle. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Quant au rectangle, si vous cliquez dessus, ça vous emmènera vers tous mes épisodes précédents de cette thématique de soins orthodontistes que j'ai reçus pendant des années. Si vous voulez plus de détails, c'est dans cette direction que je vous invite à aller piocher.